Est-ce que vous avez déjà vu un mec porter à main nue un alligator de plus de 2 mètres, comme un gros bébé? Moi oui, et si vous restez sur cette vidéo, tout bientôt vous aussi. Un ancien militaire passionné de MMA a capturé un alligator à main nue, en pleine rue, alors qu'il était pieds nus. Pas de doute, on est bien en Floride. Ça s'est déroulé à Jacksonville, où un homme du nom de Mike Dragic était tranquillement en train d'assister à un match de hockey quand il a reçu un appel du shérif, lui demandant un petit coup de main pour capturer une bonne grosse bête de plus de 2 mètres de long. Oui, petit détail important, Mike c'est pas n'importe qui, c'est un chasseur d'alligators. Le bougre se rend donc sur place, sans même prendre le temps d'aller chercher son équipement chez lui, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une vidéo qui pue la Floride à des kilomètres à la ronde. Come on, gator boy. La Bibliothèque nationale de France a annoncé avoir retiré une paire de livres de leurs étagères pour des raisons de sécurité. L'explication ? Eh bien, il s'avère que les magnifiques teintures vertes des couvertures des ouvrages contenaient très probablement de l'arsenic. Un élément qui peut avoir de légers effets indésirables sur l'être humain, comme par exemple de violentes douleurs abdominales dues à des spasmes intestinaux, des nausées, de la salivation excessive, des vomissements, de la diarrhée, une atteinte à l'appareil urinaire avec de violentes douleurs de type brûlure, des convulsions, des crampes, des délires et la mort. Des petits trucs sympas quoi. Cette initiative de la BNF, elle vient à la suite de la découverte de l'élément toxique par des chercheurs américains dans les teintures utilisées pour les couvertures de livres à l'époque victorienne. Depuis, une équipe de l'université du Delaware s'est chargée de tester une quantité astronomique de livres pour la présence d'arsenic, pour ce qu'ils ont appelé The Poison Book Project. C'est une liste de pas moins de 16 millions d'ouvrages potentiellement toxiques qui est sortie de ces recherches. Et c'est cette liste qui a permis à la BNF de se rendre compte que certains d'entre eux se trouvaient en rayon. Les livres ont depuis été envoyés en laboratoire afin de tester si la concentration d'arsenic présente était réellement dangereuse pour l'homme. Si vous suivez mes vidéos, vous vous souvenez probablement de ça. Ça, c'est ce qui se passe quand une porte d'avion se décroche en plein vol. Et c'est un accident qui a considérablement endommagé la réputation du géant de la construction aéronautique, Boeing. Oui, parce que, évidemment, suite à cet événement, de nombreuses vérifications ont été effectuées sur les avions du constructeur. Et celles-ci ont révélé de très nombreux problèmes de sécurité. Et il y a quelques jours, un nouveau problème s'est déclaré en plein vol quand un Boeing 767 a perdu son toboggan de secours. Alors, comment c'est possible ? J'en sais strictement rien, mais ce que je sais, et surtout là où je voulais en venir, c'est que 2 jours après l'incident, le toboggan s'est échoué sur des rochers à Bell Harbor, dans l'état de New York, juste devant la maison d'un monsieur nommé Jake Bissell-Linsk. Et Jake, c'est un avocat dont la firme est actuellement en train de poursuivre Boeing en justice, les accusant d'avoir tenu des propos mensongers afin de rassurer leurs investisseurs concernant de potentiels problèmes de sécurité suite à l'incident de la porte arrachée. Et comment dire ? Vu les événements, ça sent pas très bon pour Boeing. L'oiseau le plus vieux du monde est de retour sur le marché de l'amour. Wisdom, une albatros dont l'âge est estimé entre 72 et 75 ans, est suivie depuis 1956, année durant laquelle un ornithologue nommé Chandler Robbins lui avait fixé une petite bague numérotée sur la patte afin de pouvoir étudier l'animal au fil des années. Ces oiseaux ont la particularité de n'avoir habituellement qu'un seul compagnon au travers de leur vie. Et là je dis bien habituellement, car cette année, lors de la saison des amours, Wisdom a été observé seul, sans son compagnon de longue date, en train de faire la cour à de potentiels nouveaux partenaires. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à plus de 70 balais, Mamie Oiseau ne perd pas le nord. Galena, une petite chatte originaire de Salt Lake City dans l'Utah, a survécu à une aventure qui aurait très bien pu lui coûter la vie. Imaginez, vous commandez des chaussures sur Amazon. Vous les recevez, vous les essayez, et merde, elles vous vont pas super bien. Du coup, vous les remballez dans le carton, vous scotchez le bon d'envoi et déposez le tout en point relais, vous rentrez chez vous tranquille pépouze. Et merde, il est où le chat en fait ? Apparemment, c'est exactement ce qui s'est produit avec Galena, qui s'est retrouvée en Californie 6 jours plus tard. Oui, la petite bête a survécu 6 jours sans manger ni boire.
Et franchement, là, je pense que vous êtes un petit peu comme moi, à la fois content que le petit chat soit rentré chez lui, et à la fois un petit peu scandalisé de savoir qu'un animal vivant peut être envoyé dans un colis Amazon, manipulé probablement par plusieurs dizaines de personnes, sur pas loin d'une semaine, et sans jamais que quelqu'un ne se rende compte qu'il y a un truc qui cloche. Bref, ce n'est qu'à la réception et à l'ouverture du colis au centre Amazon en Californie que la petite bête a été retrouvée et emmenée chez un vétérinaire qui a constaté que Galena était en bonne santé malgré la dure épreuve qu'elle venait de traverser. La vétérinaire a donc ensuite pu prendre contact avec les propriétaires de l'animal grâce à sa puce électronique, histoire que la petite bête puisse rentrer chez elle. Le 5 mai marquera le 135e anniversaire de l'ouverture de l'exposition universelle qui s'est tenue à Paris en 1889. Alors évidemment, je pourrais vous parler de l'attraction phare de l'événement, la Tour Eiffel, ou bien le fait que le célèbre Buffalo Bill et son Wild West Show faisaient partie des attractions présentes sur l'événement, mais non, moi je veux plutôt vous parler du foudre Mercier. Alors déjà, si vous êtes comme moi au moment de l'écriture de cette vidéo et que vous savez pas ce que c'est qu'un foudre, eh ben c'est tout simplement un tonneau oversized, habituellement utilisé pour le transport et le vieillissement de divers alcools. Mais du coup, il a quoi de particulier le foudre Mercier ? Déjà, il aura fallu 14 ans et 150 chênes pour le construire. Et ces chênes, ils sont pas allés les chercher dans la forêt du coin, non ? Ils venaient de Hongrie. Ils faisaient 6,50 m de long pour 5,50 m de haut et un poids à vide de 20 tonnes, dont 3000 kg étaient uniquement les cerclages utilisés pour tenir la structure en place. La contenance ? 160 000 litres, ou environ 200 000 bouteilles de champagne. Oui, parce que la maison Mercier, c'est une maison de champagne. Et évidemment, le tout n'a pas pu être construit sur place, comme la Tour Eiffel, donc il a fallu le transporter d'Épernay à Paris, un trajet qui a pris pas moins de 14 jours. Et juste comme ça, comme si c'était pas assez, apparemment le machin était tellement énorme qu'en arrivant à Paris, la maison a dû acheter plusieurs immeubles afin de les raboter, ou même de les détruire, ça dépend un petit peu des versions, histoire de pouvoir le faire passer dans certaines rues trop étroites. Bref, j'avais jamais entendu parler de ce truc, et franchement j'ai trouvé ça tellement dingue qu'il fallait absolument que je vous en parle. Et si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je vous mets comme d'habitude quelques liens en description. Cette semaine, petite reco de chaîne YouTube, ça faisait un petit moment. Tasting History with Max Miller est une chaîne parfaitement unique en son genre, du moins à ce que je sache. Max, c'est un passionné d'histoire et de cuisine qui a eu la merveilleuse idée de les combiner pour proposer des vidéos de cuisine historique. Le concept est en fait très simple. Chaque semaine, il tente de reproduire une recette des temps passés, associée avec son récit historique, pour expliquer son contexte et raconter comment celle-ci est apparue. Et ce qui est dingue avec un concept aussi simple sur le papier, c'est que tu peux le décliner de plein de manières différentes, et donc il y en a pour tous les goûts. Tu veux savoir ce que les gens mangeaient sur l'Orient Express ? Ou alors ce qui était servi au Colisée de Rome ? Ou bien encore savoir à quoi pouvait bien ressembler une recette de soupe à l'oignon en 1651 ? Eh bah t'en fais pas, il y a des vidéos sur ces 3 sujets-là, et des centaines d'autres. Petite précision par contre, la chaîne est en anglais, mais en tout cas sur les dernières vidéos, des pistes de sous-titres dans plein de langues différentes ont été ajoutées. Bref, comme d'habitude, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez trouver la reco de la semaine en premier lien de la description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, et bien évidemment, si jamais c'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner. D'ailleurs, à ce sujet-là, je sais qu'on approche petit à petit des 300 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, peut-être que ça sera déjà dépassé au moment où elle sortira. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, ça fait vraiment chaud au cœur. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et là, c'est le moment où je sais pas comment terminer la vidéo. Et bisous.